fait une école d'informatique parce que j'ai fait les écoles par ordre alphabétique. Donc, à l'époque, je ne faisais pas le lien entre l'informatique et les ordinateurs, pour vous dire. Et comme j'étais nul en maths, enfin bon, j'ai fait H, hôtellerie, G, gestion, je ne savais pas compter, I, informatique. Là, ils m'ont pris. Et là, je me suis retrouvé programmeur. Et ensuite, j'avais un stage à faire dans une boîte que je commençais à programmer. C'était les premières startups du Minitel. Et le patron, il a tout de suite vu que j'étais pas très bon. Et il m'a dit, écoute, toi, c'est mieux si tu fais commercial. Donc, j'ai fait le commercial. Et du coup, je faisais rentrer du pognon dans la boîte. Et un jour, j'ai dit, attends, mais si je fais rentrer du pognon dans la boîte, pourquoi tu me donnes pas des parts de la boîte? Et il m'a dit, bah non, 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 ça marche pas comme ça. J'ai dit, bah alors, dans ce cas, je pars monter ma boîte. Et j'ai donc monté ma boîte. Et là, je me suis dit, mais comme tu sais pas compter, il faut que tu prennes un gars qui sait compter. Donc, j'ai pris un gars qui a fait une école de commerce. Là, j'ai eu ma première idée de génie, c'est que j'ai pris un gars qui avait fait l'ISG, la seule école de commerce qui a déposé le bilan. Bon, bah, je savais pas. Et donc, le gars s'est pointé, c'était le directeur général. Et il m'a dit, écoute, le premier truc à faire, c'est un logo et du papier à lettres. Je dis, ah, bah, ok, toi, tu as fait des études, on y va. Et il m'a imprimé 12 000 ramettes de papier, avec un penseur de Rodin comme ça, extraordinaire. Et il a imprimé SA au capital de 250 000 francs hors taxe. Voilà. Et donc, je peux me targuer d'être probablement le seul chef d'entreprise au monde à avoir pendant 15 ans écoulé du papier à lettres avec du chiffre d'affaires hors taxe. Tout ça pour dire que tout le monde peut y arriver. Ça peut être long, compliqué. Ça l'a été pour moi, ça l'a été pour Denis. On a une histoire, d'ailleurs, si on a le temps, on vous la racontera. On a une histoire assez similaire et on l'a découverte il n'y a pas longtemps. Voilà, donc tout le monde peut y arriver. Ça dépend combien de baffes vous êtes prêt à prendre dans la figure avant d'y arriver. Mais franchement, démarrer avec le capital hors taxe, c'est un bon début. Et non, parce que j'ai fait une boulette. C'est que j'ai monté ma boîte à 22 ans parce que je trouvais pas de boulot. Donc je me suis dit, bon, allez, on va monter une boîte. Donc ce gars m'a rejoint, l'ISG, tout ça. On a embauché un gars, on a acheté un ordinateur, on n'avait plus un rond. Hein. Macintosh, un salaire, un bureau, plus un rond. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait là? Donc on a commencé à chercher des clients, programmer des trucs. Puis un matin, on sonne à la porte et c'est un gendarme qui arrive. Et je dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Et le mec me dit, bah, on vient vous chercher, vous n'avez pas fait le service militaire. Je dis, ah merde! Et j'avais oublié que je devais faire le service. Alors je dis au gars, mais c'est pas possible, j'ai une boîte. Et il m'a dit, mais j'en ai rien à foutre, vous faites le service. Et donc le gars m'a pris et m'a fait faire le service militaire avec la boîte où il n'y avait plus que le gars de l'ISG et l'ordinateur. Donc on a déposé le bilan à la fin de l'année, forcément, parce que c'était pas super bien parti, quoi. Ça, faut que je vous la fasse vite, mais je pense que je peux la faire vite. Les gens, ils levaient plein de pognon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dépenser de la pub à la télé avec. Je me suis dit, merde, c'est idiot. Si c'est pour acheter de la pub, autant produire de l'espace publicitaire. Ça évitera de lever de l'argent pour dépenser sur des télés. Donc je me suis dit, il faut que je construise mon média publicitaire. Et donc j'ai imaginé un site où les gens viendraient mettre du contenu, et sur ce contenu, moi je mettrais de la pub. C'était l'ancêtre des blogs, les fameux sites perso. Et je crée un site qui s'appelle iFrance, parce qu'à l'époque, les gens pensaient qu'Internet, c'était une boîte américaine. Ils avaient très peur de mettre leur page en Amérique. Donc moi je dis, non, c'est Internet en France. Alors du coup, ils étaient rassurés et ils foutaient leur page. Comme quoi, le marketing, c'est con. Hein. Et donc, les gens venaient mettre en masse leur page chez moi et ça me générait des millions de bannières. Et je m'étais dit, un jour, je mettrai de la pub sur ces bannières pour vendre des produits. Et c'était formidable. Et puis, je voyais tous les mecs qui levaient du pognon, des dizaines de millions. Et je dis, merde, après tout, je vais peut-être essayer. Et me voilà à faire un petit dossier. Et je suis reçu dans un fond, dans une tour, avec un gars. Mon dossier faisait 20 pages, je me rappellerai toujours. Pendant les 19 premières, je racontais n'importe quoi et je mettais à l'édition à la fin. Et pendant que je parlais, le mec, il tournait les pages comme ça, touc, touc, touc. Donc j'avais pas fini de dire la deuxième, il était déjà à la dernière. Donc je dis, il en a rien à foutre. C'est pas la peine que je perde une heure. Donc je dis, écoutez, ça vous intéresse pas, j'y vais. Bien non, pas du tout. Si vous voulez, je vous mets 20 millions. Ah, je dis, merde, alors, super. J'ai levé 20 millions, franchement, en 12 minutes. Bon, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? J'avais pas la moindre idée, j'en avais pas besoin. Donc j'ai mis ça sur un compte. Là, ils ont commencé à me crier dessus parce que je le dépensais pas. Donc je dis, bah, je vais embaucher des gars. Hein. Donc on a embauché une petite équipe, mais pas cher, hein, parce que moi, j'étais pas payé beaucoup. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et là, j'ai une idée de génie. J'ai dit, bah tiens, on va dire qu'on va lever 140 millions. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on s'est dit, voilà, 140 millions, on va faire des tas de trucs. Et on balance un chiffre dans la presse et on dit, voilà, on va lever 140 millions. Et alors là,
le téléphone se met à sonner. Et j'ai tous les grands patrons de France qui m'appellent en disant « Oh là, mais il ne faut pas faire ça, il faut qu'on se rencontre tout de suite, jeune homme. » Je dis « Bon, bah, très bien. » Alors le premier, c'est Patrick Lelay, PDG de TF1. Remettez ça dans le contexte en 2000. Lelay, c'était inapprochable. Et j'ai le secrétariat qui m'appelle, il me dit « Patrick Lelay veut vous rencontrer. » Je dis bah, « Écoutez, il n'y a pas de problème. Qui me donne ses dates. Et la nana me dit « Non, non, c'est vous qui donnez la date. » Et là, j'ai dit « Merde, il se passe un truc. » Donc je vais voir Lelay. Lelay me dit oh, même jeune homme, on va faire de grandes choses ensemble, filez-moi votre site et on va faire des trucs. Ensuite, j'ai François-Henri Pinault qui m'appelle, il me dit hop, 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 on va merger avec la Fnac, on va faire de l'e-commerce. Ah, bah, moi, c'est formidable. Et tout le monde me proposait des projets incroyables. Mais je ne savais toujours pas pourquoi et j'étais absolument incapable de faire tout ce que ces gens-là me proposaient. Et donc, on a vraiment commencé à rencontrer des banquiers qui ont vraiment commencé à nous proposer 140 millions. Alors on a dit, bah ouais, alors on va vous donner 10% de la boîte à ce prix-là. Les mecs ont dit, vous êtes dingue. Enfin, bon. Et un groupe suédois m'appelle et me dit, écoutez, nous, on veut vous racheter, c'est plus simple. Alors j'ai dit, écoutez, pourquoi pas, dites-moi un prix. Et il me propose 100 millions de francs. Ma boîte faisait 100 000 francs de chiffre d'affaires. Donc je me dis, ils sont complètement dingues, donc je vends. Je dis, bah écoutez, oui, enfin je vais réfléchir, mais je suis d'accord. Alors ils me disent, ok, super, alors on signe un protocole. Et il me dit, bah, lundi matin, on signe le truc définitif. Et il se trouve qu'ils organisaient une énorme fête durant le week-end qui précédait la vente. Il me dit, bah, viens à notre fête, comme ça tu feras connaissance. C'était Spray, ceux d'entre vous qui ont connu Internet à l'époque s'en rappellent. Ils font une fête avec des stars, des animaux, et ils boivent, parce que c'est des Suédois. Et tout le monde est complètement bourré dans cette soirée. Et j'ai mes acheteurs qui viennent me voir toutes les 5 minutes en disant, vous oubliez pas, lundi matin, il faut venir signer. Je dis, ah, je suis pas con. Hein. Je cherchais un chèque de 100 000 ans, je ne vais pas oublier. Mais deuxième fois, ils reviennent, ils disent, vous oubliez pas, hein, lundi matin. Je dis, non, non, je n'oublie pas. Hein. Et 3-4 fois comme ça, puis je vais me coucher. Je lui dis, mais putain, mais le mec, il va me donner un chèque de 100 millions pour un truc qui ne vaut rien, et il me demande 4 fois si je vais venir. Je lui dis, il y a un problème. Donc j'appelle mon associé, je le réveille à 3h du mat. Je lui dis, Thierry, je le sens pas, ce truc. C'est pas possible. Et s'ils veulent l'acheter à ce prix-là, c'est qu'il y a les arrêts. Il me dit, ouais, t'as raison, faut pas vendre. Donc on appelle le Suédois qui était encore bourré. Et on lui dit, bah non, finalement, on a changé d'avis, on ne vend pas. 3 semaines après, on a vendu 1,5 milliard. Ouais, non, mais ça c'est pas moi, hein, c'est les acheteurs. Hein. Ce qui prouve que c'était complètement dingue. Mais je rejoins Denis, j'ai eu une chance inouïe. Lui, il n'a pas eu de bol cette fois-là. Moi, j'ai eu de la chance. On a vendu 8 jours avant que Boo.com se pète la gueule. C'est-à-dire que cette boîte, elle aurait valu 1 franc 3 semaines plus tard. Voilà. Donc le timing, c'est quand même ce qui fait qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. Le timing, c'est la clé de tout. Là, je peux vous la faire. Ouais, ça va être court parce que je touche beaucoup d'argent, mais je donne les impôts avec le cash. Puis je garde les actions Vivendi, parce que j'avais été payé moitié en actions, moitié en... Et là, j'ai un banquier qui me dit, oh là là, il ne faut surtout pas vendre vos actions. Elles vont tellement monter qu'on va vous faire un crédit et vous allez vivre avec le pognon de la banque et vous rembourserez quand vous vendrez les actions. Je dis, trouve ça brillant, moi. J'ai dit, je garde les actions, j'ai le pognon, c'est formidable. Donc j'ai signé un énorme crédit et l'action valait 80 € quand je l'ai touchée. 2 ans plus tard, elle valait 50. Les banquiers, c'était moins sympa, mais bon, ça va, ils me prêtaient encore un peu. Et puis un jour, je suis parti courir un jogging, l'action valait 30 €. Et quand je suis revenu, elle valait 8. Et là, j'avais 30 millions d'euros de dettes. Et impossible de les rembourser, 30 millions d'euros. Moi, j'avais un salaire de 3 000 €. Et donc, je me suis retrouvé endetté pour 5 000 ans. Parce que Jean-Marie Messier avait quitté Vivendi et ils avaient foutu fourre-tout à la tête. Et, voilà. Et donc l'action valait 8 € et j'avais 30 millions de dettes. C'était compliqué à expliquer à ma femme. Et surtout, Mythique, qui était un hobby, parce que je faisais Mythique pour m'occuper, je me suis dit, si cette boîte n'explose pas, je suis ruiné, donc il faut que Mythique marche. Et finalement, la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir tout perdu. Parce que sinon, j'aurais jamais fait Mythique. Donc finalement, quand on perd tout, parfois, c'est une chance. Moi, j'avais pas le choix, franchement, la question... j'étais SDF, hein. Moi j'avais acheté une maison à l'île de Ré, la peinture n'était pas sèche. Le mec il me l'a vendue, je l'ai rappelé en disant finalement je la revends. Et évidemment il me l'a racheté la moitié du prix où je l'avais payé un an avant.
j'ai dit, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc je l'ai gardé quand même, ma baraque. Moi, elle était toute petite, mais je me suis dit, non, putain, ça non. Et voilà, et je me suis dit, j'avais créé Mythique parce que quand j'avais vendu ma première boîte, je m'ennuyais vraiment beaucoup. Et je m'étais dit, j'avais 3 potes célibataires, ils m'emmerdaient parce qu'ils trouvaient pas de copines. Et je lui ai dit, bah, attendez, vous allez faire un truc, vous allez mettre une fiche sur Internet, il doit bien y avoir des filles comme vous, et même si vous n'êtes pas de premier choix, vous devriez trouver. C'était pas des premiers choix, mais il y a eu pas mal de filles. Et Dieu dit, tiens, mais si j'ai 3 copains célibataires, il doit y en avoir beaucoup quand même. Et donc ce truc était un peu une blague. Et un matin, je me suis dit, bah, tiens, ça va peut-être me faire un petit business. On l'avait fait en Minitel, ça marchait. Je me suis dit, bon, peut-être que les gens paieront un jour. Bon, bref, me voilà en train de faire ce truc, mais comme un hobby. J'avais juré à ma femme que je ne travaillerais plus jamais beaucoup. Et puis, quand j'ai eu ces dettes, je me suis dit, ce truc-là, il faut vraiment, vraiment que ça fonctionne. Et là j'ai plus du tout rigolé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et on a fait de Mythique un truc très gros, très vite, qui m'a permis de rembourser mes dettes. Entre-temps, l'action Vivendi était remontée, donc c'était formidable. Mais le moteur, c'est que je n'avais pas le choix. Il n'y a pas d'ambition personnelle là-dedans, il n'y a pas de fierté, il n'y avait pas de... J'avais pas ça dans le sang, j'avais juste dans le sang 30 millions de dettes. Et ça, quand on l'a, on court. Hein. Ah putain, c'est la session de Mythique. Ah, c'était pas comme avec Messier. Parce que là, j'ai vendu à un mec qui s'appelle Barry Diller, hein, qui a été pendant 6 ans le patron américain le plus payé des États-Unis. Là-bas, il s'appelle Barry Killer. Je sais pas si vous voyez le gars qui m'a racheté. Donc là, c'était pas rigolo. Mais en fait, on s'est battu contre des Américains qui, pendant 10 ans, ont dépensé des millions de dollars pour nous écraser. Et ils n'y sont pas arrivés. Et un jour, vous allez voir le timing. Je reviens sur mon obsession du timing. Un jour, je dis, oh, j'en peux plus, ce truc, c'est pas possible qu'on se tape dessus. Il faut qu'on se marie. L'Américain et moi, il faut qu'on se marie. On va pas se taper dessus comme ça toute notre vie. Je me dis, bon, allez, je fais le premier pas. Et je suis à Londres, dans un taxi, et je tape un SMS à Barry Diller. Et je lui dis, Barry, c'est quand même trop con. Je me rappellerai toujours, it's time for a love story. C'est à peu près les 5 mots d'anglais que j'avais à l'époque. Et j'envoie mon SMS, mais il part pas parce que j'avais plus de forfait. Je dis, bon, je l'enverrai quand j'aurai du Wi-Fi. J'arrive à l'hôtel, je branche mon téléphone, j'ai un coup de fil de Jean-Marie Messier qui était devenu banquier d'affaires et qui me dit, Marc, je viens de recevoir un SMS de Barry Diller. Je dis, comment ça ? Et il te propose de vous marier. J'ai dit, fous de ma gueule ou quoi ? Et c'est lui qui a tiré le premier. Et donc c'est moi qui l'ai racheté. Parce que si j'avais envoyé le premier SMS, c'était l'inverse. Donc à 1 heure près, c'est lui qui m'a proposé de le racheter. Donc évidemment, j'ai négocié ça dans de bien meilleures conditions. C'était super. Un jour, je raconterai comment j'ai négocié avec des Américains qui avaient mis des caméras dans la salle. Ce qui fait que moi, quand je parlais avec mes conseils, ils regardaient ce que je leur disais pendant qu'ils étaient dehors. Donc c'était formidable parce que dès qu'on se mettait d'accord sur un truc de négo super secret, eux, ils l'avaient déjà parce qu'il y a des caméras. Et donc moi, j'arrivais comme un con et tous mes trucs étaient dévoilés avant même que je les ai dit. Donc je me disais, mais ils sont forts en négo quand même, ces Américains. Puis on a compris après que, comme c'était leur salle de conférence, il y avait des trucs de visio et ils font ça tout le temps. Mais nous, on était vraiment les pingouins au pays des Américains. Et... on a quand même réussi à les racheter. Alors après, Mythique ça a été une grande aventure, grande aventure. Je ne sais pas pourquoi un matin on n'avait plus grand chose à faire. On a ouvert 13 pays, on avait fait plein de trucs. Je voyais que les mecs, ils étaient un peu mous au bureau, parce que moi j'avais une idée. Je disais toujours, chaque fois que je vais faire pipi, j'ai une idée. Et là, j'étais allé 3 fois, j'avais pas d'idée. Et je reviens et je me dis à mes équipes, bon, j'ai une idée. Elle me dit, ah bon Je dis, ouais, on va aller en bourse. Et on regarde, il dit, ah bon Je dis, bah ouais. Alors là, ma DAF, elle est effondrée. Elle avait fait 7 acquisitions en 8 mois, elle était au bout du rouleau. Et puis je me suis dit, maintenant que je l'ai dit, il faut le faire. Et nous voilà en train de faire des roadshows en anglais, en expliquant le dating à des fonds suédois, danois, italiens. Alors là, c'était extraordinaire parce que tous cumulés, on devait avoir 30 mots d'anglais. Et on se tapait des fonds américains super pointus du Texas, à qui on expliquait qu'on allait bouffer Barry Killer. Et c'était des grands moments. Mais enfin, finalement, on a mis ça en bourse, on a levé 85 millions, et on a dit qu'on allait acheter des boîtes en Europe. J'arrêterai là-dessus parce que je peux en faire des heures, mais enfin, vous allez voir le timing. Et donc, la bourse dit, OK, le gars, on va lui filer 85 millions parce qu'il a dit qu'il rachetait des concurrents européens. On lève 85 millions, et un matin, on dit, on bloque le cours de bourse, on a une annonce à faire. Et on annonce qu'on a acheté notre première boîte européenne en Chine.
Là, les mecs se réveillent, le cours fait -20. Je me fais insulter par tous les financiers. Vous foutez de ma gueule. Vous avez levé 85 millions pour acheter des boîtes en Europe. La première, vous l'achetez en Chine. Ah ouais, mais bon, parce que vous comprenez, c'était obligé, il fallait qu'on aille en Chine, sinon on nous l'aurait reproché. Bon, on rattrape le coup. Et le mec nous dit, putain, vous ne la refaites pas 2 fois, ça là. Je dis, alors, la Chine, oui, mais après, non. 2 mois plus tard, on suspend le cours. Les mecs disent, ça y est, ils ont racheté l'Angleterre, l'Allemagne, c'est bon, yes, le cours va faire +10. Et on dit, on a racheté le Brésil. Là, et donc là, ils m'ont hurlé dessus et ils m'ont donné le titre, dont je suis fier, du Most Hated European CEO, que j'ai gardé pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, quand je faisais un roadshow, j'étais le Most Hated European CEO. J'étais super fier de ça, j'ai un badge. Et j'avais acheté le Brésil et la Chine. Bon, alors ensuite, on a acheté ce qu'ils voulaient, mais enfin, on l'a fait à l'envers, quoi. Et parce qu'il fallait acheter le Brésil quand c'était en développement et la Chine quand ça démarrait. Si j'avais acheté la Chine 10 ans plus tard, je la payais 30 fois plus cher. Bon, ok, on a perdu beaucoup d'argent en Chine, mais si on ne l'avait pas fait, on nous aurait reproché. Donc le timing, ça marche aussi dans l'autre sens. Il faut savoir arriver trop tôt, parce que parfois, c'est là qu'on fait les bonnes affaires. C'est là aussi où on prend les plus gros risques, mais aussi parfois, on fait les bonnes affaires. Juste faire une petite remarque. J'ai écrit un livre sur les échecs et les succès des entrepreneurs dans lequel Denis a raconté son histoire. Il y a 10 grands entrepreneurs du web qui ont raconté leurs échecs. Et je le dis d'autant plus facilement qu'il le sait et que je lui ai déjà dit. Mais l'histoire de Denis, il est extraordinaire. C'est un des plus grands entrepreneurs Internet français. C'est même probablement le plus grand parce qu'il a fait 2 boîtes. Moi aussi, j'ai fait 2 boîtes, une à 200 millions, une à 600. Sauf que celle à 200, j'ai eu une chance inouïe qu'un mec m'achète ça. Elle ne valait pas ça. Lui, elle le valait. Donc, c'est quand même le seul entrepreneur français, à ma connaissance, du web, qui a réussi à créer 2 boîtes énormes, qui les valaient, qui n'étaient pas une valeur factuelle, qui est une valeur factuelle, qui les a développées, qui les a vendues, et qui a généré un business incroyable sur ce marché-là. Denis, pour moi, c'est le plus grand entrepreneur français du web.